passe maintenant à un autre point un petit peu troublant sur ces objets. Ça va s'appeler 7, rayonnement de Hawking. Je pense que cette blague, personne ne l'avait jamais faite. Si? Est-ce que vous savez ce que c'est le rayonnement de Hawking? C'est un rayonnement qui a s'échappé d'un trou noir. C'est un quoi, vas-y? Je pense que c'est des photons qui viennent du trou noir. Ouais. Donc le trou noir, il émettrait des photons. Ouais. En même temps, c'est bizarre parce qu'on a vu que les choses ne pouvaient que rentrer dans le trou noir. Voilà, ok. Le thermo avec une entropie, c'est comme ça. Ouais. Il y a une chaleur. Ouais. Et du coup, j'avais lu des trucs comme quoi, il y a, à l'horizon, il y a particules qui se forment. Ok, tu viens? Non, mais Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. et qu'il y en a une qui est absorbée et l'autre qui s'échappe. C'est ça, ok. Donc effectivement, on va parler d'émission de particules par, on va dire en gros par la surface du trou noir, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Effectivement, il y a la notion de particules d'antiparticules qui est mise en jeu. Effectivement, c'est des photons qui sont émis, donc vous avez tous raison là-dedans. Il y a juste un mot qui manque. Donc la raison pour laquelle on va se permettre de parler de particules qui sortent du trou noir, alors qu'on vient de voir que ce n'était pas possible, hein. Je ne parle pas de fontaine blanche, c'est juste la partie du haut du diagramme, on a vu que tu ne pouvais que rentrer. Le truc, c'est que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est de la physique classique, alors certes relativiste, mais non quantique, et dès qu'on commence à s'intéresser à la mécanique quantique et la mettre là-dedans, ben, il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent, et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, je vais vous parler d'effets qui sont dus à la mécanique quantique qu'on met dans la relativité générale. Alors, je vous mets cependant en garde. On lit souvent que la relativité générale et la mécanique quantique sont des théories qui sont incompatibles, qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. C'est vrai. Il y a personne qui sait faire ça bien. C'est-à-dire que décrire complètement le champ gravitationnel de manière quantique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qu'on ne sait pas faire. Le décrire de manière quantique, ça sera faire la chose suivante. On a vu que le champ gravitationnel est décrit par le tenseur G mu, que le tenseur G mu, c'est un objet dynamique qui dépend de ce qu'il y a dedans, il peut changer au cours du... Enfin, il peut être déformé par ce qui se trouve dans l'espace-temps. Et si on veut le décrire de manière quantique, bah lui, le G mu lui-même, il doit être associé à un objet quantique. Il doit fluctuer, il doit avoir plein de trucs. Ça veut dire qu'en gros, dans l'espace-temps, on doit avoir des sortes de vagues qui se forment de manière aléatoire. On peut avoir aussi des tunnels, des petits trous de verre, on peut avoir tout un tas de trucs comme ça. Ça serait vraiment faire de la relativité de manière quantique. Encore une fois, personne ne sait faire ça complètement. Par contre, quelque chose qu'on peut essayer de faire, une étape préalable moins satisfaisante, mais qui donne quand même des résultats, c'est de dire, on a un espace-temps qui est courbe et qui est classique, mais de faire là-dedans de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'on a des objets quantiques qui se déplacent dans un espace courbe, mais fixé une bonne fois pour toutes. Donc on ne permet pas à l'espace-temps de fluctuer, mais on permet aux particules qui sont là-dedans de, elles, avoir un comportement quantique. C'est-à-dire, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est de résoudre l'équation de Schrödinger dans un espace qui est courbe. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire, que les gens ont fait, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Donc les noms qui sont associés à ça, vous les connaissez probablement. Au moins un, vous connaissez un chercheur qui a travaillé sur ça et qui a fait des résultats importants? Il parle un peu comme ça. Fallait que je le fasse. Effectivement, c'est Hawking. Bah oui, non, mais là, en plus, c'était pas très dur. Et il y en a un autre, c'est Bekenstein. Et ce dont je vais vous parler ici, c'est dans les années 1970 que ça s'est fait, donc ça commence déjà à faire un petit peu. Bon. Donc les remarques qu'ont fait ces deux chercheurs-là, et puis bon, aussi d'autres, c'est la suivante. D'abord, ils ont remarqué que si on a un trou noir qui a une certaine surface, donc la surface du trou noir est donnée par 4 pi a carré, si on prend un autre trou noir de même masse, par exemple, il aura le même A. Le deuxième trou noir, il a aussi cette surface-là. La masse totale du trou noir, c'est 2 fois la masse initiale. Et on se rend compte vraiment très facilement que si on calcule la surface associée à l'ensemble des deux trous noirs qu'on met ensemble, j'ai un trou noir, un autre, pouf, je les mets ensemble, ça fait un trou noir plus gros, on s'aperçoit que la surface finale du trou noir est supérieure à S puissance prime, à la somme des surfaces initiales. Ça semble une propriété un peu anecdotique, mais donc ces deux, Bekenstein et Hawking, ont poussé ça plus loin. Ils ont dit tiens, ça ressemble pas mal à l'entropie en thermo.
quand j'ai un système qui a une certaine entropie, un autre qui a une autre entropie, je les mets ensemble, l'entropie ne peut qu'augmenter lors de ce processus, et ils ont en fait identifié la surface du trou noir à l'entropie du trou noir. Donc c'était une révolution dans le sens où on commençait à parler pour la première fois d'entropie du trou noir. L'entropie, c'est en général associé à un ensemble macroscopique de quantités microscopiques, tout un tas d'atomes par exemple, alors que là il s'agit d'un seul objet, donc la signification elle n'était pas super claire à l'époque, mais bon, admettons. Comment est-ce qu'on pourrait essayer d'associer de manière plus précise une entropie à un trou noir? C'est la question qu'ils se sont posées, je vais vous donner ici les éléments de réponse pour ça. Et alors, le résultat, donc, la démonstration vraiment de la formule qui donne l'entropie d'un trou noir, ben, je vais déjà vous donner la formule. S est égal à A. Alors, je ne connais pas les facteurs numériques complètement par cœur, mais je les ai là. KBC cube fois A. S entropie, S surface. Pas bon. Je vais appeler A l'air du trou noir, et S, ça va vraiment être l'entropie. 4G fois H. Donc, on va essayer de donner un moyen un peu élémentaire de trouver cette formule-là. Donc j'insiste sur le fait que pour démontrer ça, ça fait appel quand même à des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on va faire là, si on veut le faire de manière précise, ou faire de la théorie des champs de manière élaborée. C'est pas du tout mon propos ici. Ce que je veux juste montrer, c'est un moyen de comprendre effectivement que cette formule n'est pas complètement débile. Pour ça, il faut juste accepter un truc, et ça, c'est pas quelque chose que je peux vous démontrer, c'est que si j'ai un trou noir donné, là, comme ça, de rayon de Schwarzschild A, ce trou noir ne peut absorber que des photons qui ont une longueur d'onde plus petite que A. Si j'envoie là-dessus un photon qui a une longueur d'onde énorme, en fait, le photon ne va pas voir le trou noir parce qu'il est trop petit. Donc voilà, en quelque sorte, donc le trou noir ne peut pas l'absorber. Donc, le trou noir ne peut absorber que des photons de petite longueur d'onde, plus petite que A. Il faut que lambda soit plus petit que A pour qu'il y ait effectivement absorption éventuelle. Pourquoi est-ce que ça va... Enfin, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ben, ça nous dit que du coup, si on veut apporter de l'énergie à un trou noir, on peut le faire. Il y a une énergie minimale qu'on peut apporter. Si j'essaie d'apporter une énergie vraiment minuscule au trou noir, ça va être en apportant un photon de longueur d'onde énorme, et il ne va pas être absorbé, donc il ne va pas pouvoir. Donc l'énergie la plus petite que je peux apporter au trou noir, c'est finalement delta E est égal à H fois la longueur d'onde qui est ici. H c'est la constante de Planck, et la longueur d'onde c'est C sur lambda. Donc voilà le plus petit échange d'énergie qu'on peut faire avec le trou noir depuis l'extérieur. On peut lui apporter l'énergie qui est ici. Ça veut dire que la variation de masse du trou noir, elle est aussi limitée, puisque si son énergie augmente de ça, sa masse elle augmente de l'énergie divisée par c carré, c'est-à-dire h sur c lambda. Et donc on a dit que la limite pour a c'était la limite pour lambda c'était a. Donc on va chercher donc, la plus petite évolution de masse qu'on puisse avoir pour le trou noir est donnée par h sur c fois a. Donc je peux écrire là-dedans l'expression de a. A c'est 2gm sur c carré, et donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà la plus petite valeur de la masse qu'on peut apporter au trou noir. Et je vais vérifier au fur et à mesure que je suis d'accord. Ah non, parce que je n'ai oublié aucune étape. Okay. Je ne vérifie rien du tout. Je fais confiance dans mon sens légendaire de la non-faute au tableau. Qui arrive. Alors, donc ça c'est la plus petite masse qu'on puisse apporter. Et du coup l'énergie, elle aussi, je vais l'écrire en fonction de A aussi. Ça fait H. HC sur lambda, j'ai dit que lambda c'était A. Et donc ça fait H C cube sur 2Gm. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Maintenant, je voudrais vous parler d'entropie. Attention, là ça va être chaud. Vous vous rappelez ce que c'est l'entropie? Il y a pas mal de manières de décrire ça en thermo. Une des manières les plus propres, on va dire, à mon avis, c'est d'utiliser la physique statistique. Et vous vous rappelez que l'entropie est donnée par Kb fois log de oméga. Oméga ici, c'est le nombre de ce qu'on appelle des complexions, mais c'est le nombre d'états microscopiques qui sont associés au système. Donc en général, par exemple, un gaz qui a une température, une pression, un volume donné, il y a un certain nombre d'états microscopiques qui permettent de réaliser cet état macroscopique. On le met là-dedans et ça donne l'entropie. L'entropie en physique stat est donnée par la grandeur qui est ici.
quand on ajoute une particule à un système, donc on peut montrer dans plein de situations que l'entropie évolue du coup d'une grandeur qui est donnée par à peu près KB. C'est-à-dire, imaginez qu'on ait au départ grand N particules et que chacune des particules corresponde à un nombre oméga ici, qui est un nombre d'états microscopiques oméga possible pour chacune des particules. Donc, chaque particule peut occuper ce nombre d'états-là. Les n particules, du coup, si une particule peut être dans ce nombre d'états-là, n particules peuvent être dans oméga puissance n états, si les particules sont indépendantes, et donc le S qui est ici est donné par, je vais peut-être mettre un petit 1 ici pour le différencier de lui là-haut, le S est donné par KB log de oméga 1 puissance n, c'est-à-dire n KB fois log de oméga 1. Si oméga 1 est quelque chose qui n'est pas trop grand, le log ça donne quelque chose ici qui est de l'ordre de grandeur de l'unité, et vous voyez que donc S en gros est donné par n fois le nombre de particules fois KB. Et donc si j'ajoute une particule au système, l'entropie augmente de KB. Donc l'ordre de grandeur d'augmentation de l'entropie quand j'ajoute une particule dans le système est donné par KB. Ce qui veut dire, quand je reviens là-dessus, que quand j'ai augmenté la masse de delta M ici, donc je vais réécrire l'expression, du coup ça fait HC sur 2GM, et ça correspond à delta S de l'ordre de KB, et donc si je fais le rapport des deux quantités qui sont ici, je trouve que delta S sur delta M est égal à KB fois 2GM divisé par HC. Ici, j'ai pris les variations les plus petites que je pouvais imaginer pour M et pour S. Donc ça, on va l'approximer à la manière dont S varie en fonction de M. Si les quantités delta ici sont suffisamment petites, ça s'attend vers la dérivée. Et vous voyez que ça donne simplement la dérivée de S par rapport à M en fonction de M. Ça s'intègre vraiment très rapidement, puisque du coup, je peux écrire que ds est donné par, je mets le dm de ce côté-là, 2kb gm dm sur hc, ce qui s'intègre en S est à peu près égal à, de l'ordre de 2 mdm, ça fait m carré, donc kb gm carré sur hc. Donc ici, ça donne kb fois g fois m carré sur hc. Ben voilà, ça c'est l'expression de S que nous donne le petit raisonnement de thermo qu'on vient de faire ici. Ben, si je compare ça à l'expression qui est là-haut, je remplace a par du coup 4pi fois a au carré, petit a cette fois-ci, donc le rayon de Schwarzschild, et je vous rappelle que le rayon de Schwarzschild c'est 4 gm sur c carré, et tout ça sur 4g h bar. Donc ça c'est l'expression de S donnée par l'expression qui est là, la vraie, et nous on a trouvé ça. Donc voilà, facteur numérique près, donc il y a des facteurs pi, ici j'ai pris h bar, là il y a h, et il y a des facteurs 2, mais voilà, l'ordre de grandeur quand même est le même. Donc là on voit que ça dépend effectivement de m carré ici. Ici, donc on a bien trouvé quelque chose qui dépend de l'air du trou noir. Donc voilà. Donc là, c'est quelque chose que nous, on a justifié avec des arguments qu'on peut discuter, voilà, qui ne sont pas tous forcément complètement impeccables, mais voilà, on peut quand même être à peu près convaincu. Le vrai calcul donne le résultat qui est ici, et donc ça a dit aux gens, bah tiens, on peut associer une entropie à un trou noir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on ait une entropie, c'est vraiment perturbant parce que ça veut dire que ça a une température, et si ça a une température, d'après les lois de la thermodynamique, ça veut dire que ça rayonne. Ça rayonne de l'énergie, on sait exactement même comment ça rayonne. Si le corps ne définit que par sa température, ça rayonne comme un corps noir. Plus précisément, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas tiens, ça ressemble à une entropie, et donc on connaît d'autres systèmes qui ont une entropie et qui rayonnent, donc ils rayonnent. C'est vraiment, s'il y a de l'entropie qui est associée à un système, la seconde loi de la thermodynamique nous dit que nécessairement, il doit rayonner. Si ce système est en état d'équilibre, en équilibre avec un autre corps, il doit y avoir échange par rayonnement, et donc ce système doit pouvoir éventuellement perdre de l'énergie par rayonnement.
Donc ce qui contredit l'idée qu'on se fait d'un trou noir. Mais si on croit le calcul thermodynamique ici, ben, ça doit être le cas. Et la température, du coup, elle est donnée, elle, on peut la voir aussi, puisque, je vais faire le calcul ici, ce qu'on appelle la température du trou noir ou la température de Hawking. Donc c'est donné par, vous rappelez qu'en thermo, 1 sur P, c'est d rond S sur d rond E. Donc ici, la température va être donnée par delta E sur delta S. On a tout ici, ça tombe bien. Voilà. D'après le calcul que nous, on a fait, ça donnerait, j'ai dit delta E sur delta S, donc ça donnerait HC cube sur 2GM KB. Sauf que là aussi, il y a des constantes, il y a des constantes en plus qui viennent s'ajouter quand on fait le calcul de manière précise. Et en fait, ici, on a un 16pi2. Et pour le reste, c'est HC cube sur 16pi2 KBGM. Donc ça, c'est la température associée à un trou noir. Donc elle est inversement proportionnelle à la masse, ici. Et si on met les nombres là-dedans, il n'y a que des constantes. Hein. D'ailleurs, un truc remarquable, c'est qu'il y a toutes les constantes de physique. Il y a H associé à la mécanique quantique, C associé à la relativité, G associé à la gravitation et KB associé à la thermo. Donc c'est vraiment des seuls domaines où ces quatre constantes se retrouvent ensemble. Bonjour, ça va? Ouais, et toi? Hop, ok. Quand on fait l'application numérique de ça, on trouve quelque chose de l'ordre de 6 10-8 Kelvin fois masse solaire sur M. C'est-à-dire que pour une masse solaire, on aurait une température de 6-10-8 Kelvin. Et ensuite, donc, on a une règle de 3 avec l'inverse de la masse. Donc ce sont des températures qui sont faibles. Avant d'en venir au processus d'émission au niveau microscopique de ce rayonnement, on peut quand même remarquer que c'est vous qui allez faire la remarque d'ailleurs. Si je mets un corps dans l'univers, si je prends un corps qui a une température de 6-10-8 Kelvin et que je le pose là dans le vide intersidéral, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de combien de temps est-ce qu'il va avoir perdu toute son énergie, s'il en perd? Alors ma question, je la pose mal en fait. Il se trouve que le corps qui est ici, un corps à 6-10-8 Kelvin, si vous le mettez dans notre univers, dans l'univers qu'on connaît, en fait il ne va pas perdre d'énergie du tout par exemple. Ouais, pourquoi? Oui, effectivement, l'univers est plus chaud, c'est-à-dire que l'univers est rempli d'un bain de photons qui correspond à une température de 3 Kelvin. Donc il y a plein de photons qui sont beaucoup plus énergétiques que ceux qui peuvent être émis par le trou noir ici. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en émet pas. Il en émet, on va voir tout de suite comment, mais il en gagne par unité de temps beaucoup plus que ce qu'il émet. Donc en fait, il va se réchauffer effectivement. Alors il va se réchauffer. Ça aussi, c'est un peu paradoxal. Ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner des photons, donc son énergie totale va augmenter, donc la masse du trou noir va augmenter, il va devenir de plus en plus gros, mais de plus en plus gros, ça veut dire que M ici augmente, donc de plus en plus froid. Ça, c'est un peu bizarre comme système. Hein. C'est un système où il lui apporter de l'énergie et il se refroidit en fait. Il y a une capacité calorifique qui est négative. C'est pas monstrueusement grave. Disons qu'il y a d'autres systèmes, en astro en particulier, qui font ça. Et donc voilà, lui, plus ça va, plus il va se refroidir en fait, en augmentant de taille. Ok. Pour qu'un trou noir émette, ait une température qui commence à être significative, il faut que sa masse soit petite. Si M ici vaut 1 milliardième de masse solaire, le facteur qui est ici vaudra 1 milliard, et donc ça commencera à quelque chose de l'ordre de 1 Kelvin. Donc il faut que ça soit vraiment minuscule, la masse qui est ici. Je vais revenir tout à l'heure sur les valeurs qui sont permises pour les masses, pour les trous noirs. Alors, tout ça pose quand même une grosse question. C'est bien joli de faire de la thermo, mais on est quand même en train d'étudier un système dont on vient de voir que rien ne peut en sortir. Donc comment est-ce qu'il émet ce rayonnement? Et donc ça, la réponse, elle vient aussi de la mécanique quantique. C'est pas étonnant, puisque tout ce qu'on a fait là est basé dessus. Je ne vous ai pas montré les calculs, mais c'est le cas. Et ce qui se passe effectivement autour du trou noir, c'est la chose suivante. Dans l'espace-temps, que ce soit autour d'un trou noir ou n'importe où ailleurs, quand on décrit les particules en physique fondamentale, en physique des particules, on fait appel à ce qui s'appelle la théorie des champs. Donc c'est une théorie un peu compliquée, mais sans vous donner les détails, la théorie des champs permet à des particules de se créer d'un coup, à partir de rien. Puis du moment qu'elles se détruisent assez rapidement pour satisfaire la relation suivante, delta E fois delta T
il faut que ça soit plus petit que de l'ordre de h bar. Et autrement, une des relations d'incertitude de Heisenberg que vous connaissez vous dit que ça doit être réalisé avec le signe inverse qui est ici, pour des processus qui se produisent réellement. Donc les processus inverses pour lesquels ça, c'est la quantité qui est ici est trop petite, peuvent aussi se produire, mais c'est ce qu'on appelle des processus virtuels. Et en fait, les particules peuvent éventuellement venir être créées, voilà, mais elles doivent être détruites dans un temps suffisamment court pour que ça ne soit pas vu. Voilà. L'univers, il fait ça discrètement. Tiens, je crée une particule, hop, je la détruis. Alors, ce n'est pas vraiment une particule, ça se fait par paire de particules. Il faut quand même que les lois, que les lois de conservation soient vérifiées. Ce qui paraît un peu paradoxal parce qu'on a l'impression que l'énergie n'est pas réussie. Ce qui se passe d'une certaine manière, donc là je mets des gros guillemets dans tout ce qui suit, mais ce qui se passe d'une certaine manière, c'est que ça crée une particule avec une énergie E et une quantité de mouvement P. Et vous vous rappelez que ça, quand on fait de la relativité restreinte, on le met dans un quadrivecteur. Ça, c'est 4 composantes d'un même objet. Et puis, ça crée aussi une autre particule d'énergie moins E et de quantité de mouvement moins P. C'est là où c'est un petit peu bizarre, parce que autant une quantité de mouvement moins P, ok, c'est une particule qui va dans l'autre sens, mais moins E, une énergie négative, c'est un peu bizarre. Il se trouve que ça, on arrive à l'interpréter en faisant de la théorie des champs. Et donc, ce qui se passe, en gros, c'est qu'à partir de rien, dans le vide, se crée une paire comme ça de telles particules, et cette paire se réassocie de nouveau pour redonner du vide, du moment que ça se fait dans un temps suffisamment. Le problème, là, ce qui nous choque un petit peu dans ce que j'ai écrit là, c'est le fait que l'énergie ici soit négative, c'est 6 mois. Or, vous vous rappelez que quand on passe l'horizon d'un trou noir, il se passe un truc super bizarre. La composante temporelle de la métrique, le GTT, change de signe quand on va à l'intérieur du trou noir. Et la composante spatiale change de signe aussi. Ce qui veut dire que ce qui avait un certain signe dans les composantes temporelles doit être interprété avec un signe opposé quand on est à l'intérieur du trou noir. Ce qui veut dire que la particule qui est ici, si elle arrive à pénétrer à l'intérieur du trou noir, à traverser l'horizon, le fait que son énergie est moins E à l'extérieur veut dire qu'à l'intérieur, elle aura une énergie positive et elle aura le droit d'exister. Donc ce qui se passe, de manière un peu symbolique, si ici j'ai le rayon de Schwarzschild, j'ai une paire qui se crée ici, avec une particule qui va aller par là-bas, et son antiparticule, c'est elle là, qui va dans l'autre sens. Si la particule qui est ici a le temps d'atteindre la surface de Schwarzschild pendant le temps permis, là, dans ce cas, elle aura le droit d'exister ici, et ce qu'on va avoir, c'est une particule réelle ici, qui existe vraiment, et une particule réelle ici, qui existe vraiment, qui va être émise par là-bas. Et c'est ça qu'on va voir de l'extérieur, on va voir juste cette partie-là va nous arriver dans la figure. Elle ne viendra pas de l'intérieur du trou noir, elle aura été créée ici à l'extérieur, et il y aura une contrepartie qui va être amenée ici. Et il se trouve que si on admet ça, donc je ne dis pas que c'est complètement évident, là, il y a vraiment plein de choses qu'on peut objecter dans ce que je viens de vous dire, mais si on l'admet, et bien en fait on peut calculer l'énergie caractéristique des particules qui sortent ici. Le calcul se fait même assez simplement. On va le faire ensemble. Ça, donc je dis que c'est petit a, et je vais appeler epsilon, ici, la distance à laquelle s'est créée la paire particule-antiparticule. À R égale à A plus epsilon, j'ai création d'une paire particule-antiparticule. On va se poser deux questions. C'est quelle énergie doit avoir cette paire pour que, effectivement, l'antiparticule ait le temps d'arriver jusqu'au trou noir pendant le temps qui est ici, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va se demander quel est le décalage vers le rouge associé à la particule qui est ici. La particule qui est là est émise avec une certaine énergie, mais elle est près du trou noir, et quand elle va vouloir sortir du puits gravitationnel, elle va perdre d'énergie. C'est le décalage vers le rouge, hein, et donc elle va être vue ici avec une énergie moindre que celle qu'elle avait là. Donc on va se demander avec quelle énergie sont vues effectivement d'ici les particules qui ont été émises ici. Et donc ces deux étapes vont faire apparaître quelque chose d'assez amusant dans le cas. Alors c'est parti. Donc la paire de particules a été créée au rayon A plus epsilon. Et combien de temps il faut pour que l'antiparticule ici atteigne l'horizon. Pour ça, on va s'appuyer sur
quelque chose qu'on a écrit plus tôt dans le cours. Si vous regardez ce qui se passe dans la métrique de Schwarzschild, on a écrit quelque part que R point carré moins 2Gn sur R est égal à une constante. Ça, c'était une des équations qu'on avait, vous ne vous rappelez peut-être pas, mais voilà, c'est ça qu'on avait obtenu. Et du coup, si c'est une constante, je vais prendre pour la constante ici la valeur de la quantité qui est là au moment où la particule a été créée, où la paire a été créée, et je vais supposer que ces particules ont été créées avec un R point ici qui vaut 0. C'est-à-dire que ça a été créé avec une valeur ici qui vaut moins 2Gn sur A plus epsilon. Quand c'est le cas, ce que je vais vouloir avoir ici, c'est R en fonction du temps, pour ensuite trouver le temps qu'il faut à la particule pour atteindre l'horizon. Et je vais pour ça poser R. Alors attention, le R qui est ici, c'est le temps à laquelle la paire a été créée, et le R à n'importe quel temps, je vais l'appeler A plus ρ. Autrement dit, ρ, c'est finalement la distance qui sépare la particule de l'horizon au cours du temps. Donc ρ va varier entre epsilon, au moment de la création, et 0 quand la particule atteint l'horizon. Et ça, je le fais parce que du coup, je vais avoir une équation sur ρ qui est beaucoup plus facile à manier que celle qui est au-dessus. Si je remplace ça là-dedans, vous voyez que comme A est une constante, R point c'est pareil que ρ point, donc j'ai ρ point carré est égal à, lui je le passe de l'autre côté, 2Gm sur A plus ρ, moins 2Gm sur A plus epsilon. Les quantités ici, ρ et epsilon, vont être considérées comme petites, donc je vais considérer des particules qui ont été créées pas trop loin de la surface du trou noir. Quand c'est le cas, je peux mettre 2Gn sur A en facteur. Voilà, je vais le faire un petit peu vite. Ça fait 1 plus ρ sur A dans le terme qui est ici. Et pareil ici, 1 plus epsilon sur A. Et je vais faire un développement limité tout simplement de 1 sur 1 plus ρ sur A. Je vais le faire ici. Ça fait 2Gm sur A, facteur de 1 moins ρ sur A, moins 2Gn sur A, facteur de 1 moins epsilon sur A. Et quand on écrit ça, vous voyez que les termes principaux ici, celui-là simplifie avec celui-là, et il reste finalement ρ point carré est égal à 2Gn sur A carré, facteur de epsilon moins ρ. Okay. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ρ. C'est ρ, donc on a ici une équation différentielle qu'on peut résoudre de manière simple, puisque si je prends la racine carrée de ça me dit que dρ sur dτ est égal à la racine de 2Gm sur A2 fois racine d'epsilon moins ρ. Donc ça fait dρ sur racine d'epsilon moins ρ est égal à racine de 2Gm sur A2 fois dτ. Et ça s'intègre immédiatement, puisque ça c'est la primitive de ça, c'est moins racine d'epsilon moins ρ. Pris entre, au début, ça vaut epsilon et à la fin, ça vaut 0. Et ça vaut, et donc c'est taux. 2Gm sur A2 fois taux. Et alors les bornes ici, pardon, je vais les mettre dans le bon sens. Au début, c'est en epsilon et à la fin, c'est en 0. Et donc vous voyez que ici en epsilon ça fait 0 ici, donc on se retrouve avec simplement ça donne ça simplement, taux est égal à racine de epsilon fois A, et j'ai pas mis la racine carrée ici, pardon, A divisé par racine de 2Gm. « 2Gm, c'est A fois C carré. Donc la racine qui est ici, c'est racine de A fois C. Et donc on trouve aussi racine de epsilon A sur C. Voilà. On peut faire de cette manière-là aussi, si on préfère. Donc, voilà. Donc ça, c'est le temps qu'il faut à l'antiparticule pour atteindre l'horizon à partir du moment où elle a été créée ici. Donc ce temps dépend de racine de epsilon. Plus epsilon est grand, plus il faut de temps pour arriver à l'horizon. Oui, c'est normal. Et voilà, ça en dépend de cette manière. Et alors l'énergie qu'il faut pour que la particule puisse atteindre l'horizon, donc elle est donnée par ici, il faut que l'énergie soit de l'ordre de
l'énergie avec laquelle la particule est créée soit de l'ordre de h bar sur tau, du coup, qui est le temps de vide, le temps qu'il faut à la particule pour atteindre l'horizon. Et donc ça, avec l'expression qui est là-bas, ça donne simplement h bar fois c sur racine de epsilon a. Donc voilà, ça c'est l'énergie typique d'une particule, que doit avoir une antiparticule pour pouvoir atteindre l'horizon pendant le temps permis par le principe d'incertitude. La paire de particules ici a été créée avec la même énergie, c'est-à-dire que l'énergie de la particule qui est émise là, qui va vers l'infini, là, qui s'échappe effectivement, elle a aussi l'énergie qui est là-bas. Ça donne l'énergie avec laquelle doit être créée la particule qui est ici, au moment où elle s'échappe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie avec laquelle elle est émise, ce n'est pas celle avec laquelle on la détecte. Il y a le facteur G00 qui intervient là-dedans, plus précisément le décalage vers le rouge, si vous vous rappelez bien, il est donné par racine de epsilon, racine de G00. C'est-à-dire que ça, c'est l'énergie, je vais mettre comme ça, énergie à l'infini, c'est-à-dire l'énergie quand ça atteint l'infini, c'est égal à racine de G00 fois E, l'énergie de départ. Et vous vous rappelez que G00, ça on en a aussi donné une expression, c'était 1 moins A sur R dans la métrique de Schwarzschild. Et donc ici, c'est 1 moins A sur la particule est créée à la position A plus epsilon, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et donc si je mets tout ça ensemble, je mets tout au même dénominateur, A plus epsilon moins A c'est epsilon sur A plus epsilon. C'est-à-dire en gros, ça c'est epsilon sur A, parce que epsilon est très petit devant A. Donc le racine de G00 qui est ici, il est à peu près donné par racine de epsilon sur A, fois l'énergie de départ, qui est donnée par l'expression qui est ici, h bar c sur epsilon A, une racine carrée. Les racines de epsilon se simplifient. Ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus la position de départ de la création de la paire, et on se retrouve avec l'énergie à l'infini qui est donnée par cette expression-là. Et cette expression-là donc, ne dépend pas de epsilon, c'est-à-dire que peu importe où la paire a été créée, on va détecter ça ici avec à peu près la même énergie. Si la paire a été créée près du trou noir, elle va être très décalée vers le rouge. Elle aura été créée avec une énergie plus grande, mais elle sera très décalée vers le rouge. Si elle a été créée loin, elle sera moins décalée vers le rouge, mais elle aura été créée avec une énergie plus forte pour que l'antiparticule puisse atteindre l'horizon. Donc finalement, il se trouve que ces deux choses-là se compensent exactement, et donc l'énergie finale, elle est donnée effectivement par ça. Et cette énergie, si je réécris maintenant A, le rayon de Schwarzschild en fonction des grandeurs, je vous rappelle que c'est 2Gm sur C2, donc on se retrouve avec H bar C cube sur 2Gm. Ça, c'est l'énergie typique d'une particule qui atteint l'infini. Si cette particule elle vient d'un bain thermique, l'énergie c'est Kb fois T, donc la température c'est l'énergie divisée par Kb, et donc ça vous dit qu'effectivement la température associée à ça, elle est donnée par la quantité qui est donnée ici sur Kb, 2Gm Kb. Et ça correspond encore une fois à la température de Hawking, à des coefficients numériques près. Et on retrouve encore la température de Hawking. Donc là, il y avait beaucoup de choses, ça a été un peu vite, mais vous voyez qu'avec quelques hypothèses assez simples, on retrouve quand même les ordres de grandeur de la température de Hawking, ainsi qu'une interprétation physique du phénomène d'émission. Donc l'émission ne vient pas de l'intérieur du trou noir, il n'y a rien qu'à traverser le trou noir, elle vient vraiment de l'extérieur ici. Alors je n'ai pas parlé ici de la probabilité d'émission, j'ai dit que quel que soit l'endroit où la particule est émise, elle arrive avec la même énergie à l'infini, mais je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes émises non plus à la même distance. Donc ça, après, ça devient du détail fin, il faudrait faire un peu de calcul pour ça, mais il se trouve que c'est quand même plus probable que ça soit émis au plus près de l'horizon ici. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que le rayonnement est émis par l'horizon lunaire. Alors, une conséquence de ça, conséquence du fait que le trou noir effectivement émet des particules, c'est qu'il perd de la masse. Si le trou noir est isolé, si on a un trou noir qui n'est pas soumis à un rayonnement du champ cosmologique, à des photons extérieurs, tout ça, il émet des particules ou de la lumière, et du coup sa masse diminue, et donc sa masse va diminuer.
il va perdre de plus en plus de masse en émettant de l'énergie, et donc on dit qu'il s'évapore. En fait, et on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'évaporation va se ralentir et puis il va atteindre une taille limite, ou est-ce qu'au contraire ça ne va jamais s'arrêter et il va disparaître. Pour ça, c'est assez facile à calculer, puisqu'on peut calculer assez facilement l'évolution de masse d'un trou noir isolé en fonction du temps, de la manière suivante. dL sur dt, c'est dE sur dt divisé par c carré, E égale mc2, là je suis en train d'écrire, et la variation d'énergie par rapport au temps, c'est simplement ce qui a été émis de manière radiative, et vous vous rappelez que l'émission d'un corps noir à une température T est proportionnelle à sigma T4, avec sigma la constante de Stefan-Boltzmann, donc ça dépend comme la puissance quatrième de la température. Et ça, c'est l'émission par unité de surface. Et donc, je multiplie ça par la surface du trou noir, c'est-à-dire 4pi a carré, où A, c'est le rayon de Schwarzschild. Donc, voilà une estimation de dL sur dt. Si je mets là-dedans la façon dont T et dont A dépendent de la masse, alors là, je ne vais pas mettre toutes les constantes, je vous propose. Tout ce qui est constant, je vais le mettre dans un alpha, et je vais juste mettre ici ce qui dépend de la masse. La température est inversement proportionnelle à la masse, donc j'ai ici un m à la puissance moins 4. Ici, le A est lui proportionnel à la masse, donc j'ai un m2. Et donc ça, c'est finalement donné par alpha m-2. Le dl sur dt étant m puissance moins 2. Donc ça veut dire que m carré dm est égal à alpha dt. Si je veux intégrer ça entre un état initial de masse m0, M03, moins un état final, je vais essayer de prendre un état final dans lequel le trou noir a disparu. Est-ce qu'on peut avoir m égale 0 à la fin? C'est ça. Ça donne alpha ici, fois t0 moins t, ça va être le temps écoulé, je vais l'appeler t. Et donc on a effectivement que, je ne sais pas pourquoi je vais aller plus loin que ça, on a tout qui est écrit ici. Le trou noir peut effectivement s'évaporer pour atteindre une masse nulle, et il le fait en un temps qui est proportionnel à sa masse de départ au cube. Donc ça, encore une fois, ça c'est pour un trou noir qui est isolé. Et si on veut décrire ce qui se passe précisément quand ça arrive, donc on part d'une masse m0, le trou noir émet du rayonnement, donc sa masse diminue. Comme sa masse diminue, sa température augmente, donc il devient de plus en plus chaud. Donc du coup, il émet de plus en plus vite, et donc ça s'emballe en fait, c'est vraiment quelque chose un phénomène catastrophique, explosif, et à la fin, c'est en quelques nanosecondes, il émet une bouffée de rayonnement à très très haute température, des rayons gamma, et donc si ce phénomène-là se produit dans l'univers, on devrait voir de temps en temps une bouffée de rayons gamma quelque part qui apparaît, en un temps très bref, et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on n'observe pas, on observe des objets qui émettent des rayons gamma, mais qui n'ont pas les caractéristiques qu'on attend de ça. Il y a des gens qui recherchent ça pour différentes raisons. J'y reviendrai tout de suite après quand je vous dirai est-ce que c'est possible, on se posera la question de savoir s'il est possible d'avoir des trous noirs suffisamment peu massifs pour que ce phénomène-là devienne important. Je vous ai dit que pour les trous noirs stellaires, tout à l'heure, la température c'était 10-8 Kelvin, le rayonnement de ces objets est vraiment complètement négligeable, et si on a des trous noirs stellaires, l'évaporation est de toute façon complètement masquée par le fait que le trou noir absorbe l'énergie du rayonnement de fond cosmologique. En fait, ils ne s'évaporent pas du tout les trous noirs de taille stellaire, au contraire, leur taille augmente au cours du temps. Alors, une remarque que je vais faire maintenant sur ça, parce que je pense que je vais oublier après, j'ai pas envie de la faire. Parmi les différentes possibilités qui ont été envisagées pour les trous noirs autour de nous, j'ai lu ma phrase encore une fois là. Okay. Les trous noirs, il peut en exister de différentes masses, on verra tout à l'heure. Une des possibilités qui a été envisagée, c'est qu'on puisse faire des trous noirs dans les collisionneurs. En physique des particules, quand on envoie une particule l'une sur l'autre, on condense de l'énergie dans une région petite, et on peut se dire, tiens, est-ce qu'on peut condenser suffisamment d'énergie pour que cette énergie soit dans son rayon de Schwarzschild? La réponse est non. On ne peut pas. C'est-à-dire que les ordres de grandeur, ils ne sont vraiment pas là du tout. On est loin d'avoir l'énergie qu'il faut pour ça. Cependant, si on imagine qu'on vit dans un monde avec des dimensions supplémentaires, qu'on n'a pas 3 dimensions d'espace et une de temps, mais qu'on en a plus, ça change tout un tas de choses dans la manière d'aborder tout ça, et en particulier, les conditions pour former un trou noir sont facilitées. Et on peut dans ce cas envisager que dans des collisions physiques des particules, on crée effectivement des mini-trous noirs. Voilà, on peut. Et ça, c'est... Alors, il y a des gens qui ont peur de ça. Alors, déjà, ça, je vais éliminer la peur. On ne va pas englober la Terre là-dedans, parce que les petits trous noirs qu'on fait
ils ont une masse tellement petite qu'ils ont une grande température, donc ils s'évaporent tout de suite. Donc, ils sont créés et paf, ils s'évaporent et il n'y en a plus. Donc c'est pas un problème. Ça, c'est un argument de théoricien qui convainc personne. Quand on dit ça aux gens de la rue, ils disent ouais, ça c'est vos calculs, mais si vous vous trompez. Okay. L'autre argument, c'est que de toute façon, des collisions telles que celles qu'on fait dans les accélérateurs, il y en a qui sont en permanence dans l'atmosphère. On est bombardé par des rayons cosmiques d'énergie beaucoup plus grandes que celles qu'on a dans les accélérateurs. Donc des collisions qui font des trous noirs, s'il y en a qui ont lieu dans les accélérateurs, il y en a qui se font dans l'atmosphère aussi, et il y en a tout le temps des trous noirs qui sont créés dans l'atmosphère. Et on n'est pas mort à cause de ça, donc c'est pas un problème. Je ferme cette parenthèse-là. Non seulement c'est pas dangereux, mais en plus, si effectivement il y a des trous noirs qui sont créés dans les accélérateurs, c'est vraiment quelque chose de très très chouette pour la physique des particules, parce que, contrairement au processus de physique des particules qui font que certaines particules ne peuvent être créées que dans des canaux très spéciaux, vous envoyez un W sur un W, ben, ça va donner tel type de particules avec une probabilité infime. Si vous arrivez à créer un trou noir, ce trou noir s'évapore, et les particules qui sont créées par l'évaporation, c'est fait par un processus beaucoup plus démocratique. En gros, le trou noir, il évapore tout ce qu'il peut, y compris des particules très rares. Ils s'en foutent, c'est juste leur masse qui compte. Donc, le trou noir, en s'évaporant, peut donner naissance à des particules qui seraient extrêmement difficiles de créer avec uniquement la physique des particules. Donc si effectivement on arrive à créer des trous noirs dans les accélérateurs, ça pourrait donner accès à des particules qui sont beaucoup trop rares par ailleurs. Pour l'instant, on n'a aucun indice observationnel expérimental que ça puisse être le cas. Mais voilà. Donc, mais on peut quand même espérer. Et donc, cette histoire de créer des trous noirs au LHC, c'était pas pour faire peur aux gens, c'était pour dire, voilà, justement, il y a une porte qui s'ouvre là en physique des particules. Je ferme cette parenthèse-là aussi. Il me reste pas beaucoup de temps là.